résistance, euh, résistance au changement. Or, aujourd'hui, comme vous le voyez sur le slide, les preuves sont irréfutables. Notre planète est en pleine crise. Et la pandémie de la Covid nous a effectivement, au niveau mondial, a sonné l'alarme en disant qu'est-ce qu'on fait, où on va, comment on continue. Je souhaite attirer votre attention puisque le 22 mai dernier, c'était la journée internationale de la biodiversité. Donc, nous avons effectivement eu pas mal de débats et d'échanges en fait sur cette question-là. Et tout ceci pour dire que la planète que vous voyez sur le slide, elle est unique. Et nous faisons tous partie de cette planète, sauf que cette planète, elle a ses ressources qui disparaissent. Et si on ne change pas, si on ne transforme pas notre façon de vivre à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, à l'échelle des citoyens, mais aussi à l'échelle des gouvernements, à l'échelle des secteurs privés, on ne pourra pas en fait continuer et on ne pourra surtout pas laisser à nos enfants ce que nous avons connu. Donc, je termine ma présentation sur ce slide en fait sur l'objectif 17 qui était tout là-haut dans le ciel en disant tous ensemble. Il n'y a que tous ensemble que nous serons capables de transformer notre monde et de laisser un monde meilleur à nos enfants. Donc, je vais continuer en fait en vous présentant une petite étude qui était réalisée à niveau international sur la connaissance des humains, en fait, des 4 pays sur les objectifs de développement durable. Donc, la France est, comme d'habitude, en fait, moteur, puisque nous avons 9% des interrogés qui avouent, en fait, qui disent connaître très bien les objectifs de développement durable. Nous sommes suivis par les États-Unis avec 8%, l'Allemagne avec 7% et le Royaume-Uni avec 6%. Je vais continuer vous présenter en fait une seconde analyse en fait de cette étude qui est sur les questions cette fois-ci posées concernant la connaissance en fait sur l'accord de Paris. Donc 21% des interrogés avouent connaître l'accord de Paris, 17 cette fois-ci au niveau international sont sur la connaissance des objectifs de développement durable et 12 simplement connaissent le GIEC. J'ai envie ici, en fait, de prendre un petit moment pour d'abord, en fait, sur les premières données, partager avec vous un échange, et peut-être les députés que nous allons avoir par la suite pourront le confirmer, mais moi, j'ai eu un échange avec un député qui ne sera pas présent ce soir, mais qui me disait, vous comprenez, on est très content d'avoir les 9% des Français qui connaissent les objectifs de développement durable, qui connaissent le développement durable. Mais nous, en tant qu'élus, nous ne pouvons pas agir avec simplement 9%. Il faut qu'on soit encore plus, il faut qu'on soit plus nombreux, il faut qu'effectivement cette démarche soit holistique, cohérente, qu'on parte de bas en haut pour que le haut en bas puisse fonctionner également. Et ça, c'est une des complexités. C'est pour ça que je voulais vous présenter ces résultats. La deuxième complexité de développement durable et de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, que ce soit au niveau écologique, au niveau de transition, c'est la complexité de sujets. Donc, vous avez ici, on a l'accord de Paris, les objectifs de développement durable, le GIEC, la RSE, responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, les SDG, les ESG, etc., etc., etc. Et dans tout ça, nous, êtres humains, nous, représentants de la société civile, où on se situe, quel est notre rôle et toutes les actions qu'on mène, parce que je suis intimement persuadée que vous tous, à votre niveau, vous menez des actions, que ce soit sur le tri de déchets, sur les consommations que vous faites, votre quotidien, sur l'énergie, etc., etc. Et on se pose souvent la question en disant, mais qu'est-ce que ça donne? Comment on avance? Comment c'est pris en compte? Donc, Frédéric, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller voilà, sur l'autre slide? J'ai rajouté ça à la dernière minute. Je voulais vous montrer en lien avec la biodiversité et la complexité justement de tout ce qui se passe. Cette image qui a été dessinée par Jérôme Gorg, qui nous explique encore mieux la situation dans laquelle en fait on se situe. Voilà, donc c'était juste pour vous détendre, puisque les questions de développement durable sont aussi une,
une détente comme celle-ci. Mais aujourd'hui, en fait, si je retourne, Frédéric, s'il te plaît, si je retourne et si je me permets de citer Antonio Guterres, qui disait l'être humain, moi personnellement, je crois dans la résilience de notre planète, et l'être humain aujourd'hui dispose de tous les moyens pour résoudre les problématiques, pour trouver des solutions et résoudre en fait des problématiques auxquelles en fait on est confronté. Et une des solutions au niveau international, c'est celle-ci, c'est l'agenda 2030. C'est cette carte, cette boussole qui nous permet d'avancer et qui nous permet peut-être de trouver une cohérence des actions qu'on est en train de mener en tant qu'être humain, en tant qu'organisation, en tant que gouvernement ou en tant qu'effectivement institution internationale. Là-dedans, nous, notre parti pris, cette approche holistique qu'on déploie dans le travail qu'on fait au quotidien en tant que société civile, dans le dialogue avec toutes les parties prenantes, qui est la base de cette carte. Et je reviens encore une fois sur l'ODD 17, l'objectif de développement durable 17, qui est tout à la fin. C'est pas le dernier parce que c'est le moins important, mais c'est le dernier parce que c'est le plus important. Parce que sans partenariat, sans travail commun et collectif, on ne trouvera pas de cohérence dans ce qu'on est en train de faire. Donc, je trouve aujourd'hui, en tout cas, le parti pris de la société civile, c'est celle-là, c'est d'avoir cette approche holistique et de permettre d'utiliser cette carte qui nous permet d'évaluer pour pouvoir progresser, mais qui nous permet aussi de trouver notre place dans tout ce processus qui est complexe, mais qui en même temps nous permet de trouver des solutions. Frédéric, s'il te plaît, le slide suivant. Donc, l'approche de développement durable et l'approche holistique sur laquelle, effectivement, je me base et je vous présente aujourd'hui, c'est non seulement ces 17 ODD, mais c'est aussi les 5 P, mais c'est aussi les 3 piliers qui sont le premier pilier que vous voyez tout en bas, qui est le pilier écologique, le deuxième pilier qui est le pilier social de l'approche du développement durable, et le troisième qui est l'économique. Et encore une fois, vous voyez en fait tout là-haut, on retrouve l'objectif 17, c'est-à-dire le travail en partenariat, sans lequel en fait nous ne pouvons pas avancer. Donc, s'il te plaît, Frédéric, une autre façon en fait d'appréhender le développement durable ou les questions sur lesquelles on se positionne. Vous avez fait des webinaires sur l'éducation. Vous savez que l'éducation est quand même une des priorités. On sait aussi que la santé, le bien-être, l'énergie, la gestion durable des déchets, des sols, etc., etc., ce sont des priorités sur lesquelles on se positionne. Et ces priorités trouvent également leur solution dans cette approche holistique, puisque vous voyez effectivement cette étude en fait de SDSN à Paris qui a été faite et qui nous permet aussi de voir qu'on peut également utiliser cette approche holistique pour prendre les actions et les priorités qui sont les nôtres. Donc tout ça pour dire que, encore une fois, on rajoute les actions du bas, c'est-à-dire de la société, de l'être humain, vers le haut pour qu'on puisse avoir une cohérence, mais également les actions d'État, les actions des gouvernements vers le bas qui nous permettent également de nous croiser et de construire cette carte pour la construction en fait, de notre demain. Donc, nous sommes en fait dans une expertise plurielle. Et moi, je terminerai ma présentation avec mon point de vue en tant que représentante de la société civile et travaillant avec à peu près une trentaine de pays et des structures, en disant qu'aujourd'hui, la France a beaucoup de choses à partager, les Français à l'étranger encore plus. Il faut, pour moi, le maillon manquant pour faire ce lien entre le bas et le haut, c'est le maillon manquant, c'est le vecteur, en fait, c'est le conseiller consulaire. J'ai commencé, en fait, mon approche avec la résistance de l'être humain. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, ne résistez pas, allez voter, faites le bon choix pour que celui ou celle que vous allez choisir puisse vous entendre, vous écouter et porter votre parole pour la construction de notre lendemain, pour la construction de notre planète et pour le futur de nos enfants. Et je termine en citant Einstein qui disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Merci Florence.
Mais N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, à nous les poser dans le chat sur Zoom, pour ceux qui sont présents sur le Zoom. Et n'hésitez pas à les poser aussi sur le Facebook Live. Euh, Moi, j'ai une question pour toi, Florence. Donc, de par mes études, j'ai fait une spécialisation dans ce qui est analyse environnementale. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important aussi, de manière à pouvoir raisonner de manière durable. Et comment est-ce qu'on peut agir ensemble entre les entreprises qui sont vraiment spécialisées dans le domaine, l'État, pour qu'on puisse déjà résorber tous les problèmes que l'on rencontre actuellement pour pouvoir de nouveau travailler correctement. Et c'est cette imbrication entre la partie politique, la partie société civile et la partie citoyen qui est vraiment importante. Et quand tu parlais justement de vision holistique et de globalité, chacun a son rôle à jouer dans cette étape-là. À chaque partie, ce n'est pas seulement le politique qui peut décider, mais c'est aussi toute la société civile qui doit pouvoir agir derrière. Et en dernier lieu, les citoyens qui doivent être part entière dans cette action. Donc, c'est un peu ma question que j'ai pour toi, Florence. Comment est-ce que tu vois l'imbrication entre tous ces personnes-là, que ce soit même au niveau de l'éducation et au niveau des entreprises? Comment est-ce qu'on arrive à mettre tout ce monde-là ensemble pour arriver à travailler? Alors moi, je vais reprendre ce que tu viens de dire, hein. Tu as cité l'État, les organisations, entreprises, la société civile, l'être humain. Moi, je les mettrais tous à l'horizontale ou en cercle dans cette approche-là. Et je vais reprendre en fait peut-être le rôle enfin partager ma vision, le rôle de chacun dans toute cette histoire et dans la construction. Pour moi, l'être humain qu'on est, enfin moi par exemple, j'ai une double casquette. En tant qu'être humain, maman, femme, consommatrice, mais aussi en tant que représentant d'une organisation. Et du coup, je me considère faire partie de la société civile. Voilà. Et aujourd'hui, mon rôle, il est primordial. Il est primordial en tant que consommateur, c'est-à-dire me poser les bonnes questions, faire les bons choix et consommer correctement en tant que société civile. Mais c'est aussi au sein de mon entreprise, de mon organisation, c'est d'avoir la bonne démarche, c'est d'initier et c'est pas simplement de suivre. Et c'est en faisant tout ça que je permets non seulement de changer l'économie, mais de changer aussi de l'intérieur la vision de l'entreprise, l'organisation dans laquelle j'évolue et dans laquelle je passe mon temps. Ensuite, le rôle de l'entreprise aujourd'hui, mon point de vue, c'est qu'elle ne doit pas attendre à ce que le gouvernement lui impose des normes, des règles à suivre. Elle doit initier. J'apprécie beaucoup les entreprises qui prennent le devant et qui se disent, mais moi, aujourd'hui, je vais mesurer l'impact de la biodiversité sur la biodiversité de mon parking. On a ça. On a des entreprises qui se posent cette question-là et qui vont faire l'évaluation sur est-ce que l'usine que j'ai construite et comment dire, les produits que je produis, quel est l'impact sur la biodiversité. Mais ce n'est pas simplement ça. Le parking aussi, où mes collaborateurs garent leur voiture, quel est l'impact sur la biodiversité que ça produit. Et ça produit un impact beaucoup plus négatif que l'usine, des fois. Donc, voilà. Donc, pour moi, l'entreprise en soi, elle a un rôle moteur et innovant à jouer. Et tout ceci, elle doit le faire avec la société civile. Ce qui manque aujourd'hui, hein, un autre rapport d'une autre organisation française a démontré en fait en fin de l'année dernière que justement le dialogue avec les parties prenantes, dont fait partie la société civile, des fois est oublié. Ce qui est dommage. L'entreprise, souvent, en fait, elle travaille un peu en cercle fermé. Et voilà. Et l'État dans tout ça, en fait, elle doit être à l'écoute de ce que la société civile lui envoie comme message. Elle doit le prendre en compte et pas simplement initier. Mais encore une fois, en fait, moi, je vais même aller un peu plus loin dans ce rôle pour moi qui est imbriqué, qui est ni comme ça ni comme ça. C'est un rond qui tourne et qui doit entendre. Toutes les parties doivent entendre ce que l'autre à dire pour pouvoir construire en fait quelque chose de nouveau pour le
le lendemain. Et moi, j'y vais un peu plus loin en disant, mais nous sommes à l'échelle à l'Europe, et on doit justement avoir une harmonisation de nos outils et surtout évaluer ce qui est aujourd'hui très peu, à mon sens, en fait, aujourd'hui, les entreprises, la société civile évaluent très peu l'impact de nos actions. Et du coup, en fait, vous savez très bien, quand on fait partie d'une organisation, si on n'évalue pas, on ne sait pas où on va et comment, quel est l'objectif en fait qu'on peut se fixer pour demain. Exactement. Et je me permets encore une autre question donc, qui a été posée ce matin, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre en lien la partie éducation avec la partie entreprise dans cet environnement de développement durable? Alors, vous vous souvenez les 17 objectifs de développement durable? Donc, quand les experts se sont penchés, je le dis parce que très souvent on voit en fait certaines organisations prendre 3, 4, 5 en disant nous on travaille que sur 5. Et moi j'ai eu des débats avec des personnes qui ont participé à la construction des 17 ODD en disant mais oui, mais je comprends très bien une entreprise ou une organisation qui dit mais moi je vais travailler simplement sur l'éducation ou sur l'égalité ou sur les partenariats. Les autres, pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Eh bien, figurez-vous qu'on ne peut pas, parce que quand ils les ont créés d'une manière liée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, aujourd'hui, si vous faites une action qui est durable, ça veut dire qu'en fait, vous avez ne serait-ce qu'un petit indicateur que vous remplissez dans tous les autres. Et du coup, l'éducation, pour moi, personnellement, c'est une priorité. Et elle fait partie des 17 ODD et je pense qu'en fait, nous tous, nous devons effectivement intervenir, former pas seulement nos enfants, mais aussi les collaborateurs de nos entreprises, mais aussi nos députés, mais aussi nos élus, mais aussi nos gouvernants. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas experte dans l'écologie, mais je suis experte dans le domaine en fait, d'évaluation d'une manière holistique. Donc, si on ne fait pas ça, on ne peut pas espérer une société meilleure et on ne peut pas espérer une transformation telle qu'on attend pour la construction et de demain. Merci Florence. J'en profite Merci à vous. pour faire une transition, puisque on a reçu une question de Christine, que je salue sur Facebook, qui nous demande, à part montrer l'exemple, que pouvons-nous faire à notre niveau et celui des conseillers des Français de l'étranger? Alors, pour moi, c'est la partie suivante. Comment vraiment on peut orienter le soutien consulaire vers les projets qui peuvent répondre à l'urgence climatique environnementale? Alors, à ce niveau-là, c'est en tant que citoyen, nous, ce qu'on peut aider vraiment au niveau des délégués et des conseillers des Français de l'étranger, c'est la mise en place d'idées pour l'environnement qui ont pour objectif d'aider les Français et les Françaises du Luxembourg dans leur action individuelle et quotidienne. Alors, ça veut tout et rien dire, hein, c'est parce que ça peut être dans l'aide, par exemple, au niveau de l'école. Donc, on peut enseigner, éduquer les enfants, les sensibiliser au développement durable, à l'écologie. Ça peut être, par exemple, faire un petit potager ou quelque chose de direct qui met en lien l'écologie avec les enfants au niveau de l'école. Ça peut être aussi faire des actions citoyennes de dépollution, par exemple. On va dire tout le long de la rivière, de temps en temps, on a des citoyens qui, une fois par an, vont aider à ramasser un certain nombre de choses. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais c'est un petit geste qui permet d'aider à rester de manière propre et essayer de sauver sa vie quotidienne, si j'entends dire. Au Luxembourg, ce qu'on a fait au niveau du comité il y a quelques temps, il y a déjà 2 ans à peu près, c'est qu'il y avait une opération zéro déchet qui avait été faite. Donc, l'opération zéro déchet, c'était de suivre sur 1 mois ou 2 mois toute une méthodologie qui permettait de réduire ces déchets, de dire comment est-ce qu'on peut agir en tant que citoyen pour acheter des choses au niveau du supermarché, pour consommer mieux et consommer raisonné, consommer sans générer des déchets.
Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire et qu'on peut aider, et on peut aussi travailler ensemble pour donner une méthodologie pour faire ça. Ça existe, hein, il y a des outils faciles, mais c'est toujours plus simple si on le fait ensemble et s'il y a une synergie de groupe. Parce que me dire, bon, voilà, je suis tout seul dans mon coin, là, qu'est-ce que je peux faire de mon côté pour aider à sauver la planète? Donc, ça, c'est le gros problème. Maintenant, derrière, il y a tout un tas de possibilités. C'est vraiment des actions individuelles, chacun qui peut mettre en place quelque chose. Voilà. Donc, si tu veux me rejoindre sur le sujet, Florence, si tu as des commentaires par rapport à ça. Oui, je vais compléter par rapport à l'éducation, hein, puisque nous travaillons en fait étroitement avec le lycée français ici sur notre territoire. Et on a fait plein d'actions, hein, et les écoles sont, comment dire, pour certains, ils font déjà plein de choses. Mais moi, je trouve en fait la démarche comment dire, d'interroger les enfants sur leur vision concernant notre planète, c'est de partir d'eux au lieu de leur donner des solutions, qui est la plus intéressante. Et on a fait pas mal d'actions en fait ici au lycée avec les enfants. Je vais terminer. Donc, il y a le champ des actions est très, très grand, très vaste. Et plus on fait des choses, plus effectivement, ça nous permettra non seulement de donner aux enfants, mais d'apprendre aussi des enfants, parce qu'ils ont une vision qui est vraiment des fois très intéressante. Je vais terminer avec le partage d'un exemple très personnel, hein. J'étais il y a quelques années en train de conduire. On était avec une délégation dans ma voiture, et ma fille qui me chuchote: «Maman, où est-ce que je jette mon chewing-gum?» Spontanément, hein, je dis: «Ben, ouvre la fenêtre et jette-la». Et là, elle me dit: «Comment ça? Tu t'affiches développement durable et tu me demandes d'ouvrir la fenêtre pour jeter mon chewing-gum?» Honnêtement, plus jamais je ne referai cette erreur que de spontanément de dire: «Jette-le par la fenêtre». Et pourquoi je vous cite cet exemple-là? Parce que, avant que Thomas Pasquier parte pour son voyage en dehors de la Terre, il a fait une intervention en disant: «Vous comprenez, nous on se pose la question, quoi faire de nos déchets?» Parce que quand on est là où on va, sur la station spatiale, on ne peut pas ouvrir la fenêtre pour jeter nos déchets. Donc, spontanément, l'être humain dit: «J'ouvre la fenêtre et je jette mes déchets dans la poubelle», ou voilà. Donc, voilà, encore une fois, je pense que les enfants aussi sont pleins d'idées, et le conseiller consulaire a un rôle pour moi primordial à jouer dans ce domaine-là. Donc, c'est de faire le lien entre l'école, entre les citoyens, leurs demandes, et les élus, notre gouvernance, en fait, peu importe à quel niveau elle se situe. Et ce rôle, encore une fois, j'insiste, pour moi, c'est le maillon qui est utile, plus qu'utile. Donc, je laisse, parce que je vois que nos invités représentants sont là, donc je vais laisser la parole. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Yolande pour l'introduction. Merci Frédérica. Nous accueillons à présent Pierre-Alexandre Anglade, le député de la circonscription Benelux. Bonsoir, monsieur le député. Monsieur le député nous entretiendra au sujet va nous parler de la PJLC et de la position de la France en matière de protection de l'environnement, ainsi que du Green Deal et des actions de l'UE, en complément avec le député Alexandre Holroyd, qui lui parlera de la finance verte et de la taxonomie. Bienvenue à tous les deux. Bonsoir, messieurs les députés. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Et désolé, toutes nos excuses pour ce retard. Nous étions l'un et l'autre dans l'hémicycle pour un vote important qui était le vote de la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Et donc, qui est le texte qui met en œuvre la sortie progressive de la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant depuis plus d'un an, et qui doit nous emmener comme ça jusqu'à l'été, et notamment le fameux pass sanitaire. Et donc, tout cela était important, et donc il fallait que nous le votions. C'est désormais chose faite, et nous sommes entre vos mains. Comment est-ce que vous voulez qu'on procède? J'introduis, je dis un mot sur ce que vous venez de dénoncer, et puis après on
débat? Très bien. On vous laisse la parole, monsieur le député. Soyez libre. Parfait, merci infiniment. Merci à vous d'être là. Ouais, en tout cas, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir de retrouver toute la liste, puis de voir que vous continuez à mener des actions toujours aussi engagées pour cette campagne. Et je vous l'ai dit il y a une semaine quand on s'est vu, j'observe beaucoup de campagnes à travers le monde, et j'imagine qu'Alexandre pourra en dire autant, puisque lui, il a une circonscription qui a encore plus de pays que celle sur laquelle je suis élu. Mais je voulais à nouveau vous dire l'admiration que j'ai pour le travail que vous faites depuis le début de cette campagne, et je suis convaincu qu'à la fin, ça va payer. Pour en revenir à notre sujet, nous avons voté il y a quelques semaines de cela une loi que l'on appelle Climat et résilience, qui est une pièce absolument centrale, majeure, dans l'action que nous menons en France et en Europe pour le climat. Et je trouve que le sujet de la réunion ce soir est important parce qu'au Luxembourg, il y a une sensibilité particulière sur ces questions, et la communauté française en particulier est très attentive à tous ces sujets liés à la protection du climat et à la défense de l'environnement. Je disais une pièce essentielle, mais aussi et surtout unique par la méthode qui a conduit à son élaboration, qui était la fameuse Convention citoyenne pour le climat, qui est une véritable innovation démocratique. Et ce projet de loi climat et résilience, il est absolument fondamental parce qu'il ouvre la voie en Europe en faisant de la France le seul pays au sein de l'Union européenne à interdire ce qu'on appelle, dans une expression que j'aime peu, mais qui est compréhensible de tout le monde, les passoires thermiques. C'est-à-dire ces habitations, ces logements, ces bâtiments publics qui sont mal isolés. Et donc l'interdiction de la location des passoires thermiques à partir de 2028. C'est aussi le seul texte en Europe à encadrer la publicité pour les produits les plus polluants, le seul avec l'Autriche à supprimer les vols court-courrier quand une alternative en train existe. Et vous avez vu que c'est une mesure qui a été saluée par un certain nombre de représentants des partis écologistes ailleurs en Europe. Et donc, texte extrêmement important, qui a parfois été dans le commentaire et dans le débat public dénigré, mais dont on peut être fier parce que c'est un texte absolument novateur et pionnier en Europe. Depuis 2017, la protection de l'environnement et la lutte pour le climat a été un des piliers de l'action de la majorité, même si dans le commentaire, encore une fois, on avait parfois le sentiment que ce n'était pas le cas. Ça l'a été au niveau national et aussi au niveau européen. La Banque européenne d'investissement, vous le savez, est devenue la banque du climat pour accélérer le financement de la transition, et Alexandre en dira vraisemblablement un mot. La neutralité climatique en 2050, défendue initialement par 3 pays, dont la France, est devenue le nouvel objectif européen de long terme, entraînant le rehaussement de notre objectif pour la décennie 2020-2030, ce qui nous obligera à aller 2 fois plus vite que sur la décennie passée dans la réduction de nos gaz à effet de serre. Le Green Deal européen dont vous avez parlé continue son déploiement sous l'impulsion de notre délégation au Parlement européen, la délégation Renaissance, et je tiens à leur rendre hommage au travail qui est fait par Stéphane Séjourné, par Pascal Canfin, qui est le président de la commission environnement au Parlement européen. Et donc, c'est plus de 50 législations européennes qui sont soit créées, soit revues à la hausse d'ici 2022. Et vous le savez, la présidence française de l'Union arrivera au premier semestre 2022. Et je peux d'ores et déjà vous dire que ce sera une des priorités politiques de cette présidence, de faire en sorte de faire avancer et de conclure un maximum de ces dossiers majeurs au niveau européen. Je pense au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Je pense à la loi qui fermera progressivement le marché européen à tous les produits qui sont issus de la déforestation importée, à l'augmentation du prix du carbone à travers le renforcement du marché carbone européen, ou encore, ce qui est très important pour nos agriculteurs, la garantie pour nos agriculteurs que nous n'importerons pas plus de produits, utilisant des pesticides interdits chez nous. Autre élément
essentiel pour balayer cette action nationale et européenne que nous menons depuis 2017 et qui s'est intensifiée ces derniers mois, c'est l'action de la France pour peser sur la politique commerciale de l'Union. Et vous savez qu'avec l'Autriche, avec l'Irlande, avec le Luxembourg, nous avons dit non au Mercosur en l'état. Et quand d'autres pays plaident, eux, pour une ratification rapide malgré les nombreuses faiblesses environnementales de cet accord. Et donc, je le disais, la France, le Luxembourg, peu de gouvernements, au fond, ont été aussi offensifs que la France pour s'opposer à ce traité. Donc voilà quelques éléments qui me semblent essentiels de mettre en lumière. Et puis peut-être un dernier point, et peut-être qu'on pourra revenir sur les questions du projet de loi constitutionnel pour intégrer la protection de l'environnement dans la Constitution. Mais dernier point qui me semble important, ce sont les plans de relance. Cette pandémie, elle a entraîné une crise sanitaire extrêmement aiguë, mais c'est aussi une crise économique et sociale qui est présente dans de nombreux pays européens. Et la France, le plan européen, pour lequel la France s'est battue, est jugé comme le deuxième le plus favorable au climat au monde par le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement. Et le plan français, au-delà qui est une des déclinaisons du plan européen, vient lui en 3e position. Et donc vous savez que dans les plans de relance européens, un tiers des fonds devront être consacrés à la transition écologique. Et c'est la même chose au plan national. Et donc concrètement, cela veut dire que sur les 100 milliards du plan de relance que l'on va déployer en France, 30 milliards seront consacrés aux investissements dans la transition écologique. Et donc très concrètement, ils vont financer la décarbonation des entreprises, l'isolation des bâtiments, le développement des pistes cyclables dans les territoires, etc. Et donc nous veillons dans sa mise en œuvre à ce que toutes les décisions de relance favorisent un nouveau modèle de croissance fondé sur la décarbonation, la sobriété énergétique et les innovations vertes, avec 3 secteurs prioritaires: la rénovation énergétique, les transports et l'énergie. Et donc pour conclure ce propos un peu long et un peu introductif, il y a une volonté très claire de notre part, et d'ailleurs ce n'est pas qu'une volonté, c'est le fait de la crise aussi, qui est d'inventer une économie différente. Et ma conviction, c'est que notre économie à la sortie de cette crise sera différente, mais elle sera vraisemblablement meilleure que celle que nous avions avant la crise. Elle sera meilleure parce qu'elle sera plus décarbonée, elle sera plus durable et elle sera plus indépendante parce que nous aurons construit au fond une Europe moins naïve, plus solidaire et plus unie. Et ça, c'est extrêmement important pour la France, c'est extrêmement important pour le Luxembourg, c'est extrêmement important pour la communauté française établie au Luxembourg et pour tous les Européens en général. Et donc, soyons évidemment qu'il y a encore beaucoup de travail sur ce chemin de la transition écologique. Je vous en dresse évidemment à dessein un portrait positif, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais les faits sont les faits. Et je crois qu'aujourd'hui, la France est bien aujourd'hui l'un des leaders de l'action climatique en Europe. Et donc, vous pouvez compter sur ma vigilance, à Alexandre ici présent et à toute la majorité, à toute notre délégation au Parlement européen pour continuer sur ce chemin dans les mois à venir. Merci beaucoup. Merci Pierre-Alexandre. Merci. Je t'en prie, Frédéric, tu voulais prendre la parole. Oui, parce que j'avais 2 questions qui étaient très rapides. C'était donc la première concernant la réforme constitutionnelle, de savoir un petit peu ce qui s'est passé, parce que tout le monde n'a pas très bien compris et aimerait avoir un petit peu plus d'idées sur le problème. Et la deuxième, c'était une question un peu plus ciblée sur la cession de la part publique de la Caisse des dépôts de Egis, qui est un acteur de la transition écologique en France. Savoir un peu pourquoi on se désengage de ça et qu'est-ce qui va se passer en fait avec cette structure-là. Donc, je ne sais pas si vous pouvez répondre par rapport à ça. Les 2 questions qui sont sorties pour l'instant là-dessus. Merci Frédéric. Alors, sur la deuxième question, je n'ai pas d'éléments immédiats. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que quand je n'ai pas de réponse directe, parce que c'est un sujet plutôt pointu et pour ne pas vous dire de bêtises, je reviendrai vers celui ou celle qui a posé cette question et je reviendrai par écrit directement. Sur le projet de loi constitutionnel, là, pour le coup, j'ai plus d'éléments puisque j'en suis le rapporteur à l'Assemblée nationale et donc j'en connais la teneur et les derniers développements. D'abord, quelle est l'origine
quelle est l'origine de cette réforme. C'est une réforme tout à fait unique, puisqu'elle suit une procédure qui elle-même est inédite dans l'histoire de notre République. Et c'est une réforme qui, si elle va à son terme, revêt pour notre génération et pour les générations futures une importance absolument primordiale. Il s'agit en l'occurrence d'inscrire dans le marbre de la Constitution notre engagement et à travers lui notre responsabilité en faveur de l'environnement, en intégrant à l'article 1er de la Constitution, qui est l'article phare, un des articles emblématiques en tout cas de la Constitution, puisqu'il définit l'identité de la République française, une phrase au terme de laquelle la France garantit la préservation de l'environnement, de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique. Et donc, cette réforme, elle porte une ambition très forte et elle suit une procédure inédite, je le disais, puisqu'elle est la résultante du travail de la Convention citoyenne pour le climat et que ce texte, s'il est adopté, en des termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a un micro ouvert. S'il est adopté en des termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, je le disais, alors il sera soumis au référendum des Français. Pourquoi est-ce que cette réforme est ambitieuse? Elle est ambitieuse parce qu'elle consacre la préservation de l'environnement et en son sein la protection de la diversité biologique et la lutte contre le dérèglement climatique comme un principe constitutionnel plein et entier. Et je le disais, l'article 1er de la Constitution, c'est celui qui proclame les grands principes et les valeurs de notre République. Et donc, par cette réforme, si elle va à son terme, si le Sénat ne s'évertue pas à s'opposer comme il le fait maintenant depuis plusieurs semaines, si cette réforme va à son terme, nous affirmerons que la France n'est pas seulement une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, mais qu'elle est aussi une république qui fait de la préservation de l'environnement un pilier de son identité. Et si on arrive au bout de ce processus, que je souhaite ardemment, ça va revenir bientôt devant l'Assemblée nationale, si nous arrivons au bout de ce processus, alors la France sera le premier État européen à inscrire la protection, à inscrire la lutte contre le dérèglement climatique dans sa loi fondamentale. Et donc, vous voyez bien le saut en avant que cela constituerait. L'ambition de cette réforme, elle ne se borne pas exclusivement à des déclarations de principe. Et je le disais, la formulation, elle est très précise, mais ça peut paraître un peu abstrait. Vous remarquerez que les termes qui sont choisis ne sont pas neutres. On utilise le verbe garantir, le verbe lutter, et ce sont des verbes d'action, des verbes qui nous obligent, et ce sont des verbes qui ont vocation à irriguer dans le futur l'ensemble de l'action publique nationale, mais aussi locale. Et donc, nous, on a une conviction, une volonté très forte, c'est de pouvoir le faire aboutir pour être le premier pays européen à le faire, pour pouvoir faire en sorte que la protection de l'environnement soit au plus haut niveau dans notre Constitution, qui définit ce qu'est la République française. Et puis, troisième élément, on veut que ce texte soit tranché par référendum, parce que cette proposition, elle vient des membres de la Convention citoyenne pour le climat, que le président de la République a pris l'engagement de la reprendre textuellement mot pour mot et de la soumettre à référendum pour que les Français puissent trancher. Et donc nous, à l'Assemblée nationale, on a fait la majorité de la République en marche et de ses alliés, on a fait le choix de reprendre mot pour mot la proposition des citoyens pour qu'elle puisse être votée par les Français par référendum. Il se trouve que le Sénat a fait le choix d'adopter une formulation beaucoup moins ambitieuse, en gros qui vidait le texte de sa substance, qui m'a amené moi à notamment déclarer dans un grand journal du dimanche en France qu'en l'état, les conditions du référendum n'étaient pas réunies, puisque pour qu'il puisse y avoir référendum, il faut qu'on soit capable de s'entendre sur un texte identique. Et donc, on aura dans les semaines qui viennent le texte qui va revenir à l'Assemblée, qui reviendra ensuite pour le Sénat. Et donc, on va commencer à travailler dans les jours qui viennent pour que nous puissions arriver avec nos amis et nos collègues sénateurs dont la majorité est à droite, la majorité LR. D'ailleurs, beaucoup de sénateurs des Français de l'étranger se sont opposés à la formulation telle que les citoyens la proposaient, telle que nous la proposions, c'est-à-dire la formulation la plus ambitieuse. Et donc, on va travailler pour être capable d'arriver à trouver cet équilibre pour que l'on garde cette ambition et que les Français puissent s'exprimer par référendum. Je crois que c'est très important. Et c'est important de vous en parler aussi ce soir parce que les élections des conseillers des Français de l'étranger, ça permet d'élire des sénateurs également, au-delà de toute l'action que vous allez faire pour les Français
localement. Et on a besoin au Sénat de construire un rapport de force avec la majorité qui est en place et qui est extrêmement conservatrice. Et sur ce sujet de l'environnement, ça se matérialise tous les jours. Je vous le disais, les sénateurs LR des Français de l'étranger ont voté contre cette réforme au Sénat. Et donc, on a besoin de construire dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, une majorité, en tout cas une opposition plus progressive au Sénat pour être capable de porter ces combats pour l'environnement. Voilà. Je me permets 2 questions pour clôturer ce sujet. Une déjà très intéressante. Est-ce que la droite va continuer de bloquer la loi climat au Sénat? Ça, c'était la première. Et la deuxième, c'est pourquoi ajouter l'environnement dans la Constitution alors qu'elle est déjà présente dans le bloc de constitutionnalité? Quelle va être la plus-value en ajoutant ça dans la Constitution? Alors, est-ce que la plus-value, la question est pertinente, elle est tout à fait juste. Il y a un premier texte qui a été voté en 2004, en 2005, qui est la Charte pour l'environnement. La Charte pour l'environnement, elle a mis du temps à avoir valeur constitutionnelle et à être intégrée dans le bloc de constitutionnalité. En l'état actuel des choses, il y a effectivement certains des articles, c'est un peu technique, mais certains des articles de la Charte de l'environnement qui sont invocables dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, et une partie de la Charte qui ne l'est pas. La différence, c'est qu'en l'intégrant à l'article 1er de la Constitution, on en fait un principe constitutionnel plein et entier, ce qui n'est pas tout à fait le cas de la Charte pour l'environnement. Et que par ailleurs, on ajoute un élément qui est absolument fondamental, c'est la référence au climat, ce qui n'était pas le cas. Et la Charte pour l'environnement, qui est un premier pas important qui a été fait à l'époque par Jacques Chirac et par Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était la rapporteure sur le texte à l'époque, c'était un premier pas. Mais il n'y avait pas cette conscience en 2004, aiguë en tout cas, largement partagée aujourd'hui dans la société française et européenne, de la nécessité d'engager la bataille pour le climat. Et donc nous, avec ce texte-là, on fait de la bataille pour l'environnement et pour le climat un principe constitutionnel plein et entier, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. Et donc, ce que l'on veut faire, c'est renforcer ce principe d'action climatique pour les pouvoirs locaux et pour les pouvoirs nationaux. C'est absolument fondamental. D'ailleurs, elle-même, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était celle qui m'avait précédé au fond dans ce rôle, qui était la rapporteure à l'époque, avait expliqué que la Charte pour l'environnement, c'était le début d'un mouvement politique qui devait nous amener progressivement à rehausser au fil du temps notre ambition. Et donc, la droite, à l'époque, les Républicains, c'était l'UMP, avait eu une ambition forte, il faut le reconnaître, avec Jacques Chirac, c'était notre maison brûle, c'était toute cette époque. Et puis, on s'est rendu compte qu'au fil du temps, les quinquennats de Nicolas Sarkozy, et en particulier celui de François Hollande, malheureusement, il faut le dire, n'ont pas été à la hauteur de l'urgence climatique. Et donc, nous, on veut en faire un principe constitutionnel plein et entier. Et pour conclure, est-ce que la droite va continuer à s'y opposer au Sénat? Moi, j'ai envie de croire que les sénateurs, le Sénat, vous savez, c'est la Chambre des territoires, et donc les sénateurs, ils ont les pieds fermement ancrés dans chacune de leurs circonscriptions et ils ne peuvent pas ne pas avoir conscience de l'urgence climatique. C'est-à-dire que vous soyez un sénateur de droite ou de gauche, de la République en marche ou des écologistes, chacun est conscient aujourd'hui des ravages du dérèglement climatique et chacun dans sa vie quotidienne peut s'en rendre compte. Et donc moi, j'ai bon espoir que les sénateurs aient conscience de cette réalité. Et même s'ils n'en avaient pas conscience, au fond, moi, ce que je leur demanderais, c'est de ne pas s'opposer parce qu'in fine, si on arrive à s'entendre avec eux, c'est les Français qui trancheront par référendum. Et donc, cette majorité de droite au Sénat qui se revendique du général de Gaulle, si elle était vraiment gaulliste, elle ne s'opposerait pas au référendum. Quoi de plus gaulliste qu'un référendum? Donc voilà, moi je crois qu'il y a une marge, un chemin pour y arriver. Après, est-ce qu'il y a une question de temps? Et le temps, il est contraint parce qu'il y a des échéances électorales importantes l'année prochaine, l'élection présidentielle et législative. Donc on va tout faire pour y arriver le plus rapidement et faire en sorte de pouvoir voter à l'automne. En tout cas, nous, on est déterminés, on essaiera d'y arriver. Voilà, cher Frédéric, pour tout ça. Merci, Pierre-Alexandre. Merci, monsieur le député. Avec plaisir. À présent, le député pour l'Europe du Nord, monsieur Alexandre Holroyd. Bienvenue, monsieur, et bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons vous écouter sur la finance verte et sur la taxonomie verte. Nous avons déjà quelques questions sur ce sujet.
Je vais vous laisser la parole. Ok, bah d'abord, merci infiniment de m'inviter. Je suis ravi d'être parmi vous. Ce soir. Comme vous l'avez dit, je me présente brièvement parce que évidemment on ne se connaît pas. Moi, je suis député de la 3e circonscription française de l'étranger. C'est la circonscription qui regroupe tous les pays d'Europe du Nord, au nord de là où vous êtes, grosso modo, ou au nord de la circonscription de Pierre-Alexandre Anglade, qui est la circo qui va de l'Islande jusqu'aux pays baltes, en passant par le Royaume-Uni, l'Irlande, les pays nordiques. Je suis à l'Assemblée nationale, je siège à la commission des finances, dont je suis le responsable pour le groupe La République En Marche. J'ai eu l'immense chance de travailler pendant longtemps à la commission des affaires européennes avec Pierre-Alexandre, qui est évidemment le pilier de la majorité en ce qui concerne les affaires européennes. Et vous avez beaucoup de chance d'avoir un député aussi talentueux et qui porte aussi bien la voix des Français qui sont en Europe, et particulièrement les Français qui sont au Benelux, évidemment, et qui sont, en tout cas dans une grande partie d'entre eux, des Européens convaincus. Je vais essayer d'être très concis parce que malheureusement, je dois vous laisser entre 8h10 et 8h15. Et s'il y a des questions, c'est peut-être plus intéressant que de rebondir sur vos questions, plutôt de vous faire un long propos lénifiant sur la finance verte. Donc, je vais essayer d'être le plus concis possible, sachant que Pierre-Alexandre a dessiné parfaitement le grand ordre dans lequel se présentent les choses. Moi, c'est beaucoup plus un sujet très précis, individuel, sur lesquels je me suis penché l'année dernière, enfin à cheval sur les 2 dernières années, à la demande du Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, qui m'avait demandé de produire un rapport pour faire des recommandations, pour faire avancer ce qu'on appelle la finance verte en France et pour faire de Paris la capitale de cette finance verte, ou en tout cas pour me demander quelles sont les mesures que je suggérais si on voulait faire en sorte que Paris soit la capitale de la finance verte. Je pense qu'il y a un sujet qui est essentiel, et ça reviendra d'ailleurs sur une question qui a été posée préalablement, c'est que tous les plans de relance du monde, toute la dépense publique du monde n'arriveront pas à financer la transformation structurelle de notre économie qui est nécessaire pour qu'on arrive à une économie bas carbone en 2050. La réalité, c'est que ce qui finance aujourd'hui l'économie du monde, c'est avant tout la finance privée. Et la finance privée, ce que c'est derrière, en fait, ce sont les épargnants du monde. Chacun d'entre nous a un compte en banque, a un produit d'épargne, un produit retraite, il met de l'argent dessus. Cet argent, il rentre dans un système financier, il est réinvesti par des gens avec des tas d'intermédiaires. Il est réinvesti et puis il va financer les États qui s'endettent, les entreprises qui s'endettent, etc., etc., etc. Et le sujet de la finance verte, qui est différent par rapport au sujet du financement public de la transition écologique, c'est comment est-ce qu'on s'assure ou comment est-ce qu'on crée les conditions pour que cette épargne, pour que ce pouvoir très conséquent qu'ont les individus, un peu comme des consommateurs, mais cette fois via leur épargne, soit orienté vers le financement d'une économie qui est en adéquation avec leurs valeurs. Grosso modo, comment est-ce qu'on s'assure que moi, quand je rentre dans une banque, dans ma banque locale, pour ouvrir un livret A ou un livret de développement durable et solidaire, à l'étranger pour ouvrir un régime de retraite privée, comment est-ce que je m'assure, comment est-ce que je peux dire à mon banquier, moi je veux être sûr que mon argent, il finance des choses, un monde dont je partage les valeurs, je ne veux pas que mon argent, il serve à financer des choses que je ne veux pas voir sur ce monde. Et c'est ça le sujet fondamental. Pendant les dernières décennies, on a une finance qui a répondu à 2 impératifs. Un impératif de risque, je ne veux pas que mon épargne disparaisse, un impératif de retour, je veux qu'il fructifie. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est d'y ajouter des impératifs supplémentaires, le premier duquel étant le respect du climat. Mais très rapidement, avec ce respect du climat, se posent des questions de biodiversité, de social. Et on essaye de créer les conditions pour rendre le plus scientifique possible cette démarche-là. Et du coup, il y a beaucoup d'intermédiaires entre les deux et ça sous-entend beaucoup de refonte de notre modèle financier pour que justement une banque, un fonds d'investissement, un régime de pension publique puisse dire à ses adhérents, moi je vous assure, nous on finance un monde qui va être zéro carbone en 2050, qui est sur une trajectoire de baisse. Et moi c'est sur ce sujet-là très particulier que je me suis penché pendant 6 mois. Dans mon rôle, c'est-à-dire quand un parlementaire est nommé en mission par le Premier ministre, vous avez 6 mois grosso modo pour aller vous pencher sur la question et produire un rapport que je vous conseille vivement, qui fait une lecture passionnante, qui est quelquefois un peu technique. Et une des demandes du Premier ministre, c'était d'aller voir comment
les autres pays faisaient. Et du coup, je suis allé dans 10 pays, alors au début physiquement, puis ensuite virtuellement, parce que comme vous tous, je me suis habitué à vivre derrière un écran en faisant des vidéoconférences, dont le Luxembourg d'ailleurs, qui a un institut qui se penche sur cette question-là. Je vais pas aller, j'ai produit ce rapport, il y a 24 recommandations dans ce rapport assez précises sur des sujets un peu particuliers qui se regroupent, je dirais, sous 3 gros chapitres. Le premier, 4 gros chapitres. Le premier sur un aspect d'éducation et de formation qui est assez essentiel, éducation scolaire, éducation universitaire. Aujourd'hui, si vous faites un master de finance ou si vous faites une licence de finance, on va très très peu vous apprendre sur l'interaction entre ce que vous financez et le climat, sur les risques que le climat pose sur ce que vous financez. Ça, il faut qu'on corrige ça. Donc, il y a le premier chapitre qui s'étend aussi dans la formation professionnelle. Donc, quand vous allez à votre petite banque déposer votre livret A, il faut que la personne en face de vous, votre interlocuteur, votre conseiller bancaire, soit formé pour vous dire voilà tel produit, il finance ceci, etc. et dans quelles conditions. Il y a un deuxième gros chapitre de recommandations qui concerne les outils. Il y a beaucoup d'outils qui sont nécessaires à mettre en place parce qu'il faut imaginer que pour pouvoir, de façon sûre, concrète et crédible, offrir ce service de pouvoir dire quand vous mettez de l'argent dans ce livret, ça finance ce genre d'investissement, il faut qu'on retrace toutes les étapes du financement avec une certaine certitude. Et du coup, il faut des outils. Par exemple, un outil climatique qui peut vous dire un portefeuille, il est sur une trajectoire alignée à l'accord de Paris ou pas, ou évidemment. Donc, on veut des outils qui puissent mesurer. La taxonomie, elle rentre beaucoup là-dedans. L'idée, c'est d'avoir une grammaire commune, c'est-à-dire une compréhension commune de ce qui est vert, ce qui est moins vert, et de l'affiner le plus possible. Alors, la taxonomie, c'est un premier pas, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Et moi, je propose des outils pour aller plus loin pour affiner justement l'impact climatique de la finance. Et le troisième gros chapitre, c'est une évolution de nos produits d'épargne. Aujourd'hui, on a beaucoup de produits d'épargne en français qui ont des conditions différentes avec des avantages fiscaux plus ou moins conséquents. Et aujourd'hui, je pense qu'il est venu le temps, alors on l'a fait dans une dimension avec l'assurance vie dans la loi Pacte, mais on doit aller beaucoup plus loin dans s'assurer que tous les produits d'épargne, tous les produits qui garantissent l'épargne des Français soient alignés avec les valeurs que l'État porte, c'est-à-dire que l'État s'engage dans le même chemin. Quand on dit on va soutenir un produit financièrement comme le livret A ou le livret du développement durable et solidaire, on veut que ce livret finance une économie plus solidaire et plus verte demain, donc un chapitre d'évolution. Et puis après, un chapitre de recommandations sur l'organisation de la place de Paris pour arriver à ces fins, qui sous-entend beaucoup plus de coopération entre recherche, entre entreprises, notamment entre entreprises financières, et entre ONG, parce qu'il y a beaucoup d'ONG qui sont au cœur de cette révolution qui est en train de se développer en finance, parce que la finance verte, il faut être très clair, aujourd'hui, c'est une toute petite partie de la finance qui croît très rapidement. L'objectif, c'est que ça devienne la finance de demain à terme. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions précises sur des thèmes particuliers, je suis ravi d'essayer de vous répondre. Juste une réflexion sur… qui n'est pas une réponse, mais une réflexion sur la question qui avait été posée sur Egis. Egis, c'est une entreprise du coup, qui est aujourd'hui détenue, si je ne me trompe pas, à peu près à 70-80% par la Caisse des dépôts. Et je crois qu'il n'y a pas d'annonce de privatisation. Il y a eu une annonce récente que la Caisse des dépôts recherchait potentiellement des autres investisseurs privés pour augmenter le capital. Ce qui veut dire que oui, ça pourrait conduire à une diminution du capital de l'État au capital d'Egis. Alors, aujourd'hui, on est à 74-80. J'ai aucune idée, j'ai aucune information et je pense que peu de gens en ont, puisque si jamais la vente n'a pas eu lieu, pour l'instant, c'est un projet. Donc, je ne sais pas du tout quel est l'objectif de réduire en dessous de 50 et quelle est l'équation en termes de gouvernance, quel est l'impact sur la gouvernance. Mais ça me paraît être un sujet très important parce que sous-entendu à la question, il y avait un a priori qui me paraît, à mon avis, moi je suis convaincu que c'est faux, qui est que pour participer à la transition écologique, il faut forcément être une entreprise détenue par des capitaux d'État. La majorité des grandes entreprises qui financent aujourd'hui la transition écologique, elles ne sont pas détenues par des États. Il faut être très clair. Et d'ailleurs, une entreprise qui est détenue, dont les capitaux sont détenus par des États, ce n'est pas du tout la garantie que c'est une entreprise qui est extrêmement mobilisée pour le climat. Ça devrait l'être à terme, mais aujourd'hui, ça ne l'est pas forcément. L'État est aussi actionnaire d'entreprises qui sont pas forcément…
si jamais il y avait une vente d'actifs de Egis ou d'une autre entreprise quelconque, l'essentiel, c'est que l'État mette en place les paramètres pour s'assurer que les entreprises, quels que soient leurs capitaux, qu'elles soient financées par de la dette, par de l'equity, par des fonds, etc., aillent dans la même direction. C'est ça le cœur, évidemment, du sujet. Ce n'est pas le sujet à qui appartiennent les actions, fondamentalement. Et d'ailleurs, ce sujet-là, à nouveau, n'est pas du tout, n'impose pas du tout, en tout cas ne sous-entend pas du tout une vision particulièrement pro-environnement ou contre-environnement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc, je pense que la question d'une vente d'actifs d'un portefeuille d'État qui est très conséquent en France, hein, l'État a beaucoup d'actions dans beaucoup d'entreprises. Au cours de la crise, d'ailleurs, on a augmenté de façon très conséquente les participations d'État au capital de certaines entreprises qui sont très touchées par la crise. Ces augmentations de capital, elles ont vocation dans un temps futur, quand les entreprises iront mieux, à repartir à la baisse pour que des investisseurs privés aillent investir dans les entreprises et justement qu'on arrive à financer l'économie de façon plus massive. Je vous donne un dernier chiffre pour ouvrir la réflexion. Le plan de relance français aujourd'hui, c'est 100 milliards d'euros, dont 37% à peu près sont axés sur la transition écologique seulement. C'est-à-dire que le reste, il y a également des éléments de transition écologique, mais ce n'est pas l'élément principal. Mais ça, c'est le plan de relance de l'État. Depuis le début de la crise, les Français ont épargné 200 milliards d'euros supplémentaires. Donc, ça veut dire que les Français ont épargné 2 fois le plan de relance que l'État prévoit en termes de dépenses de deniers publics. Si on arrive à faire en sorte que cette épargne, qui est sur des comptes en banque, sur des assurances-vie, elle finance la transition écologique, alors on aura résolu une grande partie de l'équation très compliquée à laquelle on fait face et qui est pourtant absolument essentielle au monde dans lequel on vit et au monde dans lequel on aimerait que nos enfants vivent demain. Merci Alexandre. J'ai plusieurs questions sur la taxonomie européenne. Déjà, quelle est l'évaluation des impacts environnementaux? On m'a aussi posé la question, donc ça c'est Djebar, par rapport au nucléaire. Est-ce que le nucléaire fait partie et à quel niveau il fait partie? Comment est-ce qu'on classifie un peu tout ça? Et est-ce que, donc ça c'était une question de manière un peu plus globale, est-ce que la croissance économique telle qu'elle est définie aujourd'hui est compatible justement avec l'exploitation des ressources et donc par exemple la vie aquatique? Est-ce que le système économique, et même si on classifie tout ça et qu'on fait de la finance verte, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi derrière de spéculation sur cette finance et comment est-ce qu'on peut gérer et mettre des garde-fous par rapport à ça? Alors, tous deux de très bonnes questions sur lesquelles je n'ai pas toutes les réponses, non pas parce que je ne les ai pas forcément, mais parce qu'elles ne sont pas forcément là. La taxonomie, pour commencer, c'est un truc tout nouveau. Alors, c'est du jargon total financier, donc je vais essayer d'être très clair. La taxonomie, elle dit en gros ce qui est vert et ce qui n'est pas vert. L'idée, c'est de se mettre tous d'accord, enfin européens, de ce qui est vert et ce qui n'est pas vert dans le monde de la finance. C'était l'idée principale. Ça paraît comme ça très simple. En fait, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de différences de vert. Qu'est-ce qui est vraiment vert à long terme, à court terme, cycle de vie, pas cycle de vie, etc., etc. Mais bon, je vous passe tous les détails. Mais en tout cas, pour l'instant, elle a été adoptée relativement récemment et elle n'a pas encore eu son plein effet parce que l'idée, c'est que pour qu'un règlement comme ça européen ait son plein effet, il faut que tous les acteurs du privé le mettent en œuvre. C'est-à-dire que toutes les banques, tous les assureurs, tous les fonds de pension européens commencent à classifier tous leurs actifs, c'est-à-dire là où est investi l'argent de tous les gens qui économisent chez eux, grosso modo, si je schématise, au regard de cette taxonomie, et qu'au bout d'un moment, ça a un impact sur là où ils investissent. Or là, on est beaucoup plus tôt dans le processus. On est toujours dans le processus où on finalise d'ailleurs certains aspects, dont la deuxième question, dont la question nucléaire. Donc, c'est une très bonne question, c'est une question très cohérente avec la première, parce qu'il y a des choses qu'on n'a toujours pas encore tranchées dans la taxonomie, et notamment, la taxonomie, elle s'arrête à la définition de ce qui est vert, et la réalité, c'est qu'on pourrait aller plus loin, moi, je pense, dans la définition de ce qui est moins vert, de ce qui est brun, etc. Donc, la taxonomie, ça va être un outil excessivement utile, je pense, mais pour avoir une idée de quelle réduction de CO2 ça va provoquer en soi, la première chose, c'est que ça va mettre un certain temps, je pense, à avoir ce genre d'évaluation. Et la deuxième chose, c'est que je ne suis pas sûr que c'est le genre d'outil où on va pouvoir mesurer très concrètement du jour au lendemain, voilà, il y a eu X baisse de carbone. Parce que c'est le principe de l'outil, c'est juste qu'on se comprenne, qu'on parle la même langue. Et c'est très important, ça paraît très arbitraire, mais je vais vous donner un exemple.
qui a d'ailleurs un lien avec le nucléaire. On a une volonté de créer un marché bancaire européen. Ça veut dire, par exemple, d'avoir des produits d'épargne européens. J'ai une assurance européenne et je postule à une assurance européenne. Si on veut que cette assurance européenne soit verte, il faut que tout le monde soit d'accord au sein de l'Union européenne sur ce qui est vert et pas vert. Et prenons l'exemple du nucléaire. Il y a des pays, l'Allemagne par exemple, où un épargnant va vous dire « Ah non, moi si mon épargne est investie dans le nucléaire, moi je n'appelle pas ça vert ». Et prenons des pays comme la France qui vont dire « Ah non, non, mais moi si mon épargne est investie dans du gaz, c'est certainement pas vert ». Or, en l'occurrence, si on a un produit d'épargne européen, il faut qu'on parle la même langue, parce que sinon, on ne peut pas avoir ce produit d'épargne européen et cette connaissance commune de ce qui se passe. Donc, c'est le caractère essentiel d'avoir une taxonomie, mais cela dit, ce n'est pas un outil comme ceux que Pierre-Alexandre a mentionné, comme l'ETS ou le mécanisme aux frontières, où pour le coup, on peut calculer de façon mathématique un impact beaucoup plus conséquent et immédiat. Mais pour le coup, c'est un outil essentiel à créer ces outils souvent. C'est ce qu'on appellerait en bon français du back-office. C'est du caractère. En fait, c'est quelque chose qui permet de développer toute une certaine outil, qui permet de mettre en place la finance verte. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y aura une… Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est une étape essentielle et que ça a été très compliqué. Se pose après la question du nucléaire que vous évoquez. Et là, il y a des vraies divergences. Et des vraies divergences entre les différents pays européens et des vraies divergences au sein de formations politiques dans les pays européens. Il y a par exemple chez les Verts allemands des positions divergentes, chez nos Verts à nous des positions divergentes, chez les Polonais des visions très différentes de chez les Lituaniens. Donc, c'est un sujet assez compliqué. Moi, ce que je peux vous dire, c'est, et pour le coup, qui n'a pas été tranché dans le cadre de la taxonomie, c'est-à-dire qui, pour l'instant, n'a pas été caractérisé comme l'un ou l'autre, c'est-à-dire vert ou non. Moi, en France, je suis forcé d'être confronté à la réalité, c'est qu'on est un des pays qui produit le moins d'émissions proportionnellement à son PIB ou au PIB par habitant grâce au nucléaire. C'est la cause principale. Ce n'est pas parce qu'on est plus vertueux, ce n'est pas parce qu'on consomme moins. Je pense que ça, toute cette espèce de vertueux, de meilleure consommation, de meilleures pratiques, ça a beaucoup été mis en œuvre maintenant par le projet, enfin, ça va être beaucoup mis en œuvre par le projet de loi qu'on est en train de voter climat et résilience que Pierre-Alexandre a détaillé. Mais aujourd'hui, la raison pour laquelle on a une électricité beaucoup plus verte, c'est parce qu'on a beaucoup de nucléaire. Et au regard des demandes d'énergie dans les années qui suivent, parce qu'il faut voir qu'on n'est pas en train de réduire nos demandes d'énergie. Quand on électrifie notre parc automobile, quand on électrifie nos logements en passant du gaz à l'électricité, etc., on demande toujours autant d'électricité. Donc, il va falloir produire beaucoup d'électricité. Et la seule façon qu'on a aujourd'hui de produire de l'électricité en de telles quantités et de façon totalement régulière, c'est le nucléaire. Cette équation, elle change très, très rapidement. Les renouvelables deviennent de plus en plus une alternative excessivement compétitive avec le renouvelable. Et aujourd'hui, moi, je pense que la part de renouvelables va aller croissante de façon, pas exponentielle, mais de façon très rapide dans notre mix énergétique. Mais le nucléaire, pendant les années qui suivent, va rester un élément déterminant, à mon sens, de la transition écologique, et d'autant plus dans des pays qui font une transition où ils essayent de sortir de production de charbon très importante, type Pologne, et en dehors des frontières européennes, type Inde. Donc ça, je pense qu'on n'y échappera pas. Il y a un élément quand même qui est un grand élément de mystère dans cette équation, c'est qu'une des grandes révolutions qui est nécessaire pour véritablement mettre à mal cette équation, c'est l'idée de stockage d'énergie à très grande quantité et à bas coût, ce qui, pour le coup, résoudrait toute une partie de nos questions côté renouvelable et qui, un jour ou l'autre, à mon sens, arrivera. C'est pour ça que le président de la République, le ministre de l'économie et leurs homologues allemands ont pris l'engagement de construire une filière de la batterie européenne dans laquelle on investit considérablement. Pardon, excusez-moi. Et l'hydrogène, parce que c'est le même principe, c'est à travers de l'hydrogène on va faire du stockage pour arriver à ces fins. Mais le nucléaire, moi je pense que de façon durable, il est inscrit dans notre paysage de production énergétique. Il sera d'autant plus nécessaire dans d'autres pays. Nous, il faut que sa proportion dans notre mix énergétique réduise, mais il sera là pendant un certain temps. Sur la question de la croissance économique, la croissance compatible… Je me permets de rajouter une petite question qui va aller en parallèle avec tout ça, puisqu'on a beaucoup de… Il y a énormément de questions sur tout ce qui est finance sociale, ce qui pourrait être économie circulaire, ou qu'est-ce qui pourrait aller pour promouvoir une transition juste et sociale vers une nouvelle économie verte. Qu'est-ce qu'il est possible de faire
Malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, mais ça, c'est quelque chose qui est ressorti relativement souvent. Et donc, comme on parle d'économie, je pense que c'est intéressant de passer sur ce sujet aussi quelques minutes. Absolument. Alors, je prends la question de la croissance et je vais essayer de construire la réponse de la finance sociale dedans, parce que je pense que les deux choses se recoupent. Sur la croissance telle qu'on la concevait par le passé, non, je pense que la notion de croissance est en train de changer. Mais attention, il y a une très grande distinction entre cette conviction que j'ai et la conviction que certains autres ont dans le paysage politique qu'il ne faut plus de croissance. Ça, c'est deux choses très, très distinctes. Mais je pense qu'il faut une croissance qui soit différente, une croissance qui prenne en compte des enjeux qui, jusqu'ici, ont toujours eu lieu, mais n'ont jamais été pris en compte. Ce qu'on appelle des externalités, dans un langage qui est, à mon avis, le mauvais, des externalités négatives. Ce n'est pas des externalités négatives, c'est des coûts qu'on n'a pas mesurés au préalable. Et donc, on a ignoré et du coup, on a consommé des ressources finies comme si c'était des ressources infinies. Ça, ce monde-là, très clairement, il est en train de toucher à sa fin. Et je crois qu'il n'y a pas sérieusement, enfin, j'espère qu'il n'y a pas une entreprise ou une personne qui ne se pose pas la question de comment revoir la croissance de son entreprise, de sa consommation, etc., à l'aune de ce regard-là. Donc, moi, je suis convaincu qu'il faut de la croissance, parce que la croissance, c'est ce qui nous permet de financer notre modèle social, c'est ce qui nous permet de financer nos retraites, et d'ailleurs, c'est ce qui nous permet de financer la transition écologique. Sans croissance, il n'y aura pas de transition écologique. Donc, je suis convaincu qu'il faut de la croissance. Après, je suis convaincu qu'il faut que cette croissance soit faite à l'aune de critères qui sont différents par rapport à ceux des années 60-70. Ça me paraît évident, de 80-90 même. Et je pense que d'ailleurs, le projet de loi qu'on a examiné, enfin qu'on est en train d'examiner, parce que c'est très long les projets de loi comme ça, mais qu'on est en train d'examiner, résilience et climat, il va au cœur de cette question, parce que ça veut dire des changements de type de consommation, l'économie circulaire, le calcul de ce qu'est l'impact climatique d'un produit ou d'un service dans son cycle de vie, le calcul de choses qui vont beaucoup plus loin que le climat. On va parler du social dans un moment, mais même quand on parle d'environnement, ça va beaucoup plus loin que le climat. La qualité de l'eau, la qualité de l'air, la biodiversité, et ainsi de suite. Et dans tous ces domaines, se développe peu à peu une finance. Il y a une finance biodiversité qui se développe, et ainsi de suite, pour essayer d'appliquer le même principe de calcul des impacts au sujet nommé. Donc, oui, je pense qu'il nous faut impérativement de la croissance. Il faut que cette croissance soit différente de celle qui a eu lieu par le passé. Et c'est la seule porte de sortie, pour moi, hein, c'est la seule porte de sortie qu'on a aujourd'hui devant un défi qui est un défi monumental. On sous-estime beaucoup ce que ça veut dire. Imaginez, on va investir maintenant énormément dans la rénovation thermique. Imaginez de rénover le parc immobilier de toute la France. C'est un changement structurel monumental qu'il va falloir accomplir dans les années qui suivent. Et sans compter des secteurs, parce qu'aujourd'hui, il y a des secteurs où on a des solutions technologiques, il y a des secteurs où on en a moins. Objectivement, l'aviation, pour l'instant, on n'a pas l'équation et on n'a pas la technologie qui va permettre de résoudre cette question-là en continuant à voyager de façon aussi dispendieuse. Donc, il y a des domaines dans lesquels il faut aussi des progrès technologiques. Mais bon, donc croissance, oui, croissance différente. Et sur la finance sociale, alors, on me pose souvent la question et je me sens très coupable parce que la finance sociale, c'est un élément extrêmement important. Seulement, moi, quand on m'a missionné, le Premier ministre m'a dit « ton but, c'est de travailler sur la finance verte ». Et il y a énormément de travaux qui ont été faits sur la finance sociale. Et comme, évidemment, on a un temps limité en 6 mois pour se pencher sur des sujets aussi complexes, j'ai pris le choix de moins me pencher sur la finance sociale. Mais soyons très clairs, la finance qui doit se développer demain, c'est une finance qui prend en compte ce qu'on appelle les critères ESG. Et alors, je me méfie beaucoup parce qu'aujourd'hui, ce qui est vendu comme ESG n'est pas ce que ça devrait être. Mais à l'avenir, ça devrait être une finance qui prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. On parle là de social, d'environnement, c'est essentiel. De social, ça paraît absolument impératif également, d'autant plus qu'on vit dans une crise très grave et que certains, notamment les populations les plus fragiles, vont être touchés par cette crise pendant des années qui suivent, parce que les impacts les plus néfastes de cette crise, par exemple, sur les jeunes qui n'ont pas pu avoir accès, comme ils l'ont eu normalement, alors moins en France, mais plus dans certains autres États, à la scolarité, vont se faire ressentir pendant encore très longtemps. Donc, il va falloir accompagner les gens pour en sortir. Donc, il y a un élément social qui est essentiel, et puis un élément de gouvernance, parce qu'il y a des éléments de gouvernance aujourd'hui
qui font partie de notre bien commun. Prenez la protection des données privées. Il faut absolument, ça doit devenir un élément déterminant de notre société de demain, le caractère engageant d'une gouvernance en termes de protection des données privées. Donc oui, il y a la finance climatique, environnementale, la finance sociale et la finance, les questions de finance de gouvernance. Sur tous ces sujets, il faut trouver des outils. Il y a, c'est vrai, une certaine facilité, facilité, tout est relatif, c'est extrêmement complexe à nouveau, mais il y a une facilité d'un point de vue climatique, c'est qu'on a des façons scientifiques de mesurer les émissions de carbone qu'on partage tous mondialement, et une émission de carbone, qu'elle ait lieu en Chine, en Inde ou en France, c'est exactement la même. Tandis que sur certains autres sujets, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des moyens systématiques d'intégrer ça à des modèles économiques. Mais ce sont des sujets fondamentaux. Et la France, d'ailleurs, a été, et ce n'est pas forcément nous, d'ailleurs, sur les mandats précédents aussi, à la pointe de cette finance sociale, notamment avec le développement de labels de fonds d'investissement, par exemple, comme Finasol, qui finance exclusivement des entreprises à but social, ou en tout cas à but social déclaré. J'ai essayé de répondre, aux deux questions. Économie circulaire, je ne vais pas m'épancher dessus, mais il y a eu un projet de loi différent, un projet de loi qui a été porté par Brune Poirson, qui se penche sur cette question. Si vous venez la prochaine fois que vous venez en France, vous pouvez aller en terrasse maintenant, et vous pouvez aller en terrasse prendre un café. Et puis, normalement, si tout se passe bien, vous réaliserez que votre paille n'est plus en plastique. Ça, c'est un changement très concret. Les pailles, ça paraît très anecdotique, mais c'est catastrophique pour l'environnement et tout le monde ne les jette par-dessus port. On repart à l'exemple du chewing-gum. Il n'y a plus de paille en France aujourd'hui. On interdit peu à peu l'usage unique du plastique. Et en ce qui concerne l'économie circulaire proprement dite, c'est-à-dire telle qu'elle avait été conçue par la Ellen MacArthur Foundation il y a une quinzaine d'années déjà, on avance beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on avance beaucoup plus, notamment dans les solutions de partage de certains outils automobiles, etc. Je pense qu'on va rentrer dans une société où il y aura beaucoup plus de services autour de biens qu'au préalable, les générations précédentes possédaient pleinement et entièrement et qui aujourd'hui sont partagés. Si vous regardez le taux de jeunes, entre guillemets, c'est-à-dire moins de 39 ans qui ont des voitures, il est beaucoup plus bas qu'il ne l'était il y a une dizaine d'années. Et je pense que ça, c'est des sujets qui vont se confirmer au fur et à mesure que notre modèle productif et que notre société, notre économie se restructure, tout particulièrement dans les grandes villes où ce sujet se pose tout particulièrement. Merci beaucoup, Alexandre. On a encore plein de questions, mais malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions ce soir. On a gardé toutes les questions. On va vous y répondre quand même par écrit à toutes les questions que vous nous avez posées, parce que c'est important de pouvoir y répondre. On les transmettra aux députés donc on pourra en discuter ensemble un petit peu plus tard. Merci beaucoup pour votre temps, Alexandre. Je sais que vous êtes pris un petit peu plus tard, donc je vous remercie de votre présence et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci encore. Merci. Je vais laisser la parole à Pierre-Alexandre pour conclure. Voilà. Merci Frédéric. Je ne savais pas qu'il y avait un mot de conclusion, mais en tout cas, après moi, c'est fini votre réunion? C'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Et ben alors, merci de me faire cet honneur de terminer votre réunion. J'étais content de pouvoir vous revoir à nouveau ce soir et de revoir des visages amicaux et familiers maintenant depuis plusieurs années. Et puis merci encore de vous intéresser avec autant d'énergie et de conviction à tous les sujets qui font la vie de la communauté française établie au Luxembourg. C'est extrêmement important d'être à leur côté au quotidien. Et c'est pour ça qu'on a besoin de conseillers des Français de l'étranger qui soient les plus investis, les plus ancrés dans la vie quotidienne de la communauté française à Luxembourg. Et donc, je sais que votre liste est la mieux armée pour cela. Et merci de vous intéresser à tous les grands sujets, parce qu'on a parlé d'environnement ce soir. C'est un sujet absolument central qui peut, de prime abord, paraître un peu plus éloigné, disons, du mandat direct du conseiller des Français de l'étranger. Mais quand on est élu, on s'intéresse à tous les sujets. Et quand vous serez élu, vous serez interrogé sur tous les sujets de la vie du pays et sur tous les sujets de l'Europe et sur tous les sujets de la communauté française. Et cette question de l'environnement, elle est évidemment centrale dans les préoccupations de nos concitoyens. Et donc, c'est important d'avoir des conseillers
qui s'investissent sur toutes ces questions au-delà des attributions directes qui seront les vôtres une fois élus. Donc, merci pour votre investissement. Bravo pour votre campagne. Il reste quelques jours. Donc, mouillez le maillot jusqu'au bout et continuez le vote. Je crois que le vote électronique est en train de se termine ce soir, il me semble. Et donc, vous aurez le vote demain à midi. Demain à midi. Et vous aurez le vote à l'urne ce week-end. Donc, encore quelques jours de campagne. Il faut la faire jusqu'au bout et avec détermination et ça paiera à la fin. Merci beaucoup pour cette soirée. Merci Pierre-Alexandre, merci Florence, merci Yolande, merci à tous les intervenants. Je remercie aussi toutes les personnes qui étaient présentes parmi nous ce soir. On répondra à toutes vos questions et n'oubliez pas, pour faire vivre la démocratie, votez dimanche et votez par Internet aussi. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Je vous quitte, je rejoins votre réunion. Merci. Merci à vous tous. On aurait mieux, Merci, oui. merci. On aurait souhaité plus vous entendre, Florence. À une prochaine. À la prochaine. J'attends la mise en relation. Hein. Ça marche. Pas de souci, c'est prévu. On va mettre en Merci beaucoup, Florence, et à très bientôt, je l'espère. À très bientôt. Bon courage à vous. Hein. Merci, Florence. Bon courage à tout le monde et puis merci pour cette belle soirée. C'était très intéressant. On aurait pu faire encore beaucoup plus de choses, hein, mais Exact. Voilà, c'est limité. Pour une prochaine, hein, on va faire des animations dans le comité tout au long de la vie. Hein. Oui, tout à fait. Avec un grand plaisir pour rentrer en plus dans le détail de plein de sujets. On pourrait te solliciter ultérieurement hein, dans les actions de notre comité. Quand vous voulez. Je suis à votre Merci beaucoup. Merci à l'organisateur aussi, Frédéric. Merci, c'était excellent, Frédéric. Merci beaucoup, bravo. Et bravo à vous. Il y a Florence aussi pour avoir réussi à discuter en attendant l'arrivée. C'était pas évident. Vous avez dit temps de parole prévu, donc bravo à vous, Florence. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, mais on pouvait le faire autrement. Mais bon, je pense que c'était très bien. En plus, ils sont revenus derrière en fait sur des sujets. Donc